Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. De tout temps, l'Angleterre, puis le Royaume-Uni, a jalousement défendu son indépendance contre toute invasion étrangère. Elle a pour cela bénéficié de sa situation insulaire, la Manche faisant figure de barrière quasi infranchissable. Or, le 25 juillet 1909, catastrophe. Ce jour-là, de l'aveu même du grand romancier Herbert George Wells, l'Angleterre n'est plus une île. Voici donc Albion à la merci du continent. Mais que s'est-il donc passé pour que le Channel soit effacé de la sorte ? La faute à un Cambrésien passionné de technologie et de mécanique, un aventurier, un casse-cou, un certain Louis Blériot. Qui était donc ce personnage, Éric Labaille ? Bonjour Cédric Delaunay. Bonjour. Blériot, c'est une très longue histoire, mais en fait pour la commencer cette histoire, il faut revenir dans le passé, très très loin dans le passé, puisque vous l'avez dit dans l'introduction, l'Angleterre et puis les îles britanniques d'une façon générale sont des îles. Et le fait d'être une île pèse énormément dans l'histoire de l'Angleterre. Je vous rappelle quand même pour mémoire que la dernière invasion en date date de 1066 avec un certain Guillaume le Conquérant. Et depuis, on ne peut pas dire que les envahisseurs aient été vraiment efficaces, n'est-ce pas, l'invincible Armada et n'est-ce pas le général Hoche avec son aventure irlandaise. Voilà, et les ambitions de Napoléon d'envahir. Alors oui, les ambitions de Napoléon, justement, l'Angleterre, à partir du XVIe, XVIIe siècle, considère que son avenir est sur l'eau. Bon, là, je paraphrase le Kaiser Guillaume II, mais enfin bon, on n'est pas à ça près. Considère que son avenir est sur l'eau et va développer donc une marine de guerre, la future Royal Navy, la grande marine de guerre, qui va être la plus grande marine de guerre du monde et qui va rendre l'accès aux îles britanniques quasiment impossible pour n'importe qui, à commencer par Napoléon Bonaparte. Alors dès cette époque-là, on a cherché des solutions pour traverser le Channel. Un tunnel, pourquoi pas ? Alors, le projet de tunnel a déjà été évoqué. Alors, il y a un autre projet que j'aime beaucoup, c'est celui de relier la France à l'Angleterre par un pont aérien de ballons qui seraient liés les uns aux autres avec une passerelle. Et en fait, on irait à pied depuis la France jusqu'à l'Angleterre. J'ose à peine imaginer les conditions de sécurité pour le trajet sur une trentaine de kilomètres à pied dans les airs. Bon, voilà. Mais le projet a été effectivement lancé. Et le défi séculaire est d'arriver à trouver un moyen d'aller en Angleterre sans passer par la mer, sans passer par le Channel que les Anglais gardent jalousement. Et donc cet avion, c'est un peu un projet utopique, voire un peu farfelu à ses débuts. Oui, on est très loin lorsque les premiers fous furieux qui s'intéressent au plus lourd que l'air commencent leurs travaux. Je pense à l'allemand Lilienthal avec ses planeurs. On est très très loin d'imaginer qu'un jour on puisse franchir ne serait-ce qu'un détroit aussi petit finalement que le Pas-de-Calais. Et tout le 19e siècle est marqué par des tentatives pour découvrir notamment la portance de l'air, pour s'intéresser à la motorisation. Au départ, on considérait qu'il fallait faire comme les oiseaux, c'est-à-dire battre des ailes pour arriver à s'envoler. On s'est rendu compte que ce n'était pas la solution. Oui, le gars qui est assis depuis le haut de la Tour Eiffel, il a mal fini. Il a mieux commencé que fini en fait. Ouais. Et donc arrive sur ces entrefaites un personnage, un Français, bon, il est originaire de la région toulousaine, Clément Ader, qui en 1890 accomplit l'impensable. Il crée une machine plus lourde que l'air. Je rappelle que les ballons sont gonflés avec un gaz plus léger que l'air, ce qui leur permet de monter. Là, en l'occurrence, c'est une machine qui n'a absolument aucune légèreté, au contraire, avec une mécanique à vapeur, des ailes qui ressemblent un peu à des ailes de chauve-souris, et qui va réussir l'exploit
véritablement l'exploit de s'élever du sol. Alors, s'élever du sol, ça paraît comme ça spectaculaire. En fait, on est sur 50 centimètres, sur une longueur de 50 mètres. Mais c'est M- le principe qui est là. Mais le principe est là. Pour la première fois, un être humain a fait s'arracher du sol une machine de sa conception. Cette machine s'appelle l'éole. Donc le nom du dieu Dieu. du vent, et elle sera suivie par d'autres prototypes, avec notamment un dont le nom va rester, puisqu'il va appeler ce prototype du nom d'une ville du Pas-de-Calais qui s'appelle la ville d'Avion, et le terme va rester, va faire florès jusqu'à aujourd'hui, désigner tous les engins qui volent avec des moteurs et des ailes. Donc la France est en pointe, il y a aussi d'autres nations, avec les Far White par exemple. Oui, en fait, la solution choisie, cherchée par Clément Ader est une impasse, puisque on est encore sur la logique d'un moteur à vapeur. Or, un moteur à vapeur, Trop lourd. c'est très lourd, très très lourd, et ça ne développe pas une puissance suffisante pour entraîner les hélices. Il faut aller de l'autre côté de l'Atlantique, où le pétrole est beaucoup plus courant et d'usage beaucoup plus courant, pour que les frères Wright, effectivement, en 1903, n'effectuent le premier vol d'une machine. Alors cette fois-ci, il y a deux ailes l'une sur l'autre, donc on est sur du biplan, et entraîné par un moteur à explosion. Donc l'avion moderne est né. Finalement, on considère que Clément Ader, c'est le précurseur, mais l'invention de l'aviation, rendons à César ce qui est à César, ce sont les frères Wright en 1903. Alors on va retraverser l'Atlantique et on va aller vers notre cher Nord-Pas-de-Calais pour aborder une grande figure, Louis Blériot. Alors Louis Blériot, il n'y a pas d'école d'aviation, c'est pas un métier. D'où vient-il? Quelles sont ses origines? Et comment devient-on aviateur alors qu'il n'y a encore quasiment pas d'avion? Alors Louis Blériot est issu d'une famille de fabricants de tissus de Cambrai. Il est né en 1872, donc il n'a pas connu ni le Second Empire ni la défaite, et il va faire une scolarité tout à fait honorable, puisqu'il est admis à l'école centrale en 1895. Enfin, 1895, c'est l'année à laquelle il a son diplôme. Il en sort ingénieur. Donc le point de départ d'une carrière d'aviateur à cette époque-là, c'est le fait d'être ingénieur, et d'être ingénieur avec un petit plus. Blériot a le profil courant des gens de sa génération, des pionniers de l'aviation française, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui d'abord a une passion pour la mécanique. Il va, après avoir eu son brevet, son diplôme d'ingénieur de l'école centrale, il commence dans l'industrie automobile, il s'intéresse aux accessoires automobiles, notamment des phares, il va travailler sur les phares. Alors quand on parle d'automobile, ce ne sont pas uniquement les voitures automobiles, c'est aussi les motocyclettes, ce sont aussi les futures motos. C'est un ensemble d'engins qui se déplacent tout seul avec un moteur à explosion. Donc il est d'abord fondu fanat de mécanique. Il est également persuadé que, et c'est très dans l'air du temps, la mécanique est la source des progrès à venir. On est sur une démarche, je dirais, presque positiviste. Enfin, le progrès est à nos portes. Allons-y, une aventure s'offre à nous, s'ouvre devant nous. On va s'y impliquer. Ce que Jules Verne a vulgarisé dans ses romans. Exactement, c'est exactement la même mentalité que l'on retrouve chez tous les concurrents et confrères de Blériot. De fil en aiguille, il passe de l'automobile, c'est un esprit curieux, il va s'intéresser à ce qui vole. Donc il va essayer un engin qui est à cheval entre le planeur et je ne sais pas trop quoi en fait, qu'on appelle L'ornithoptère. l'ornithoptère, et une sorte d'avion, une sorte de planeur à voilure battante. Et il fait quelques vols en planeur. Bref, il s'initie au fait de voler, mais on n'est pas encore dans l'aviation au sens propre du terme, puisque ce ne sont encore que des planeurs. Et arrivent donc les frères Wright, et là c'est le grand basculement. Lui, comme de nombreux autres jeunes ingénieurs de sa génération, va se lancer dans la grande course à l'aviation, la grande course au moteur, à l'aile et à tout ce qui va s'en suivre. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Donc il a son entreprise et donc il va s'associer avec un certain Gabriel Voisin. Et oui, Voisin, encore un grand nom de l'aviation naissante, hein. Ils s'associent, ils vont tester des biplans, des planeurs, des solutions. En fait, on a deux
2 directions, parallèles, et simultanées à l'époque. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les progrès techniques de la motorisation qui vont donner plus de puissance, plus de capacité d'entraînement des hélices, et de l'autre côté, il y a aussi tout ce qui tourne autour de la structure des avions. Parce que finalement, on ne sait pas exactement quelle structure on doit adopter, biplan, monoplan, voire encore plus de voleurs. On a les triplans, on a tout un tas Donc ça, c'est le d'autres nombre d'ailes solutions. qu'on a de chaque côté. Exactement, c'est le nombre d'ailes que l'on a de part et d'autre du fuselage. Et donc, on teste. Et donc, avec Voisin, ils vont tester un planeur biplan, hein, qu'ils vont tester bon, sans grand succès. Et ça nous amène à autre chose. Tester sans grand succès, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le concepteur lui-même de la machine monte dans sa machine pour la tester, ni plus ni moins, il risque sa vie. C'est l'ère, il y avait une série télé des années 70-80 qui s'appelait Les Faucheurs de Marguerite. Oui, on fauche les marguerites. Les avions ne volent pas très haut, ne volent pas très vite et ils ont souvent tendance à À se percuter planter dans le décor. à percuter la planète, oui, tout à fait, oui. Donc, Blériot va tout simplement dilapider sa fortune. Il va faire, lancer des prototypes, il va, chercher des solutions, il va travailler donc avec Voisin, il va ensuite après, se rapprocher d'autres personnes dont les noms, eux aussi, sont des grands noms de l'aviation, Levavasseur, Ferber, et donc ils vont, une fois encore, tester. On est dans l'empirisme total. Donc, Blériot va créer un avion, le Blériot 3, puisque c'est donc le troisième modèle de sa gamme. Ce Blériot 3 a une particularité, il n'est pas prévu pour atterrir sur Terre puisque c'est un hydravion. Il est monté sur flotteur. Hydravion que l'on retrouvera tout au long de la carrière de Blériot et qui est une solution que Blériot affectionne. Donc petit à petit, donc au fur et à mesure enfin je dis au fur et à mesure, mais ça va très vite. Oui. On est entre 1905 et 1907, c'est-à-dire en l'espace de 2 ans, on invente, on teste, on casse du bois, on recommence, on s'associe, on cherche des solutions. En fait, un échec n'est pas un échec. Un échec, ça permet en fait d'enlever une piste de réflexion et de se concentrer sur autre chose. Exactement, oui. Bah, notamment en 1907, lorsque Blériot crée le Blériot 5, il tire parti des échecs précédents. Il agrandit les dérives, en fait, il augmente la stabilité sur l'air de l'avion, et ça commence à porter ses fruits, puisque le Blériot 5 vole sur 5 mètres. Ce qui est déjà considérable. On est loin de la Manche, hein, pour l'instant. Puis arrive le Blériot 6. Oui, le Blériot 6, donc, qui commence à, lui, prendre véritablement son envol sur des distances de plus en plus longues, des altitudes de plus en plus hautes. Il monte à 12 mètres d'altitude quand même, hein, sur 143 mètres de distance, ce qui est déjà considérable. Une fois encore, hein, on est très peu de temps après l'exploit des frères Wright. Donc, le progrès peut paraître minime, mais il est considérable dans un temps aussi court. Et donc le Blériot 7, nous sommes le 16 novembre 1907, et là, on a franchi une vraie étape. Bah, le Blériot 7, oui, c'est l'étape suivante. C'est aussi une période pendant laquelle on va essayer de confronter les nouveaux appareils à des défis, notamment des défis des courses qui sont organisées, hein, à cause de la mort. Je bafouille, j'en bafouille. Dodge de la Meurthe, excusez-moi, et pour essayer de faire un circuit fermé de 1 kilomètre. Le premier avion qui bouclera ce circuit fermé de 1 kilomètre sera le vainqueur. Donc, Et récompensé par des sommes d'argent qui permettent d'être réinvesties, donc d'encore moderniser. exactement, des sommes d'argent considérables, mais la Blériot va tenter, mais il n'est pas au rendez-vous. En revanche, son modèle suivant, le Blériot 8 bis, effectue un circuit fermé de 30 kilomètres. Hein. On est au sud de Paris et à une altitude moyenne de 20 mètres. Donc là encore, on a franchi une étape. Et donc le Blériot 11. Ah, le Blériot 11. Le Blériot 11, c'est le Blériot, je dirais presque de la dernière chance. Nous sommes en 1909. Blériot n'a plus de ressources. Il a, excusez-moi l'expression, c'est peut-être un peu trivial, mais il a cramé sa fortune dans ses recherches, dans ses essais précédents. Et il crée à Courbevoie une société, donc la Blériot Aéronautique, qui, alors, tout dit en passant, c'est la première entreprise véritablement dédiée à l'aéronautique en France, hein, dans l'ordre chronologique. Et donc, il développe son Blériot 11. Et son Blériot, ce but de ce Blériot, c'est une fois encore de participer à un prix. Cette fois-ci, c'est un prix qui est offert par le quotidien britannique, le Daily Mail, qui, c'est une bravade, hein, qui dit, mais le premier avion qui traversera la Manche, entendez par là
il n'est pas encore, il est pas encore sorti, on en est loin, recevra une prime de 1000 livres sterling, ce qui est considérable à l'époque. Alors le Blériot 11, c'est la tentative de Blériot pour essayer de remporter ce prix. Ça commence plutôt mal puisque au cours d'un vol d'essai, l'appareil s'écrase et Blériot, tout à l'heure je parlais de ces gens qui payaient de leur personne, mais il est blessé lors du crash. Donc il n'en abandonne pas son idée pour autant, il se remet de ses blessures et il relance le travail pour remporter ce fameux prix offert par le Daily Mail. Et heureusement pour lui, un mécène haïtien, bon, c'est un petit peu sombre comme histoire, va lui offrir un prêt qui lui permettra de continuer ses travaux. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Et donc, fin 1909, Blériot est le premier aviateur à se voir délivrer un brevet de pilote. Oui, alors il fait partie de tous ces une fois encore, Pionnier, un grand pionnier. Tout à fait, on va structurer la pratique de l'aviation un petit peu comme à la même époque, on va structurer la pratique de l'automobile avec le permis de conduire. Donc on va délivrer des brevets de pilote et Blériot donc va être un des tout premiers à recevoir le brevet de pilote. Et dans le même temps, il continue à perfectionner son engin, donc en travaillant notamment sur les gouvernes de profondeur, les moyens de diriger l'avion. Et il n'a pas de chance parce qu'au moment de tenter la traversée de la Manche, il se retrouve en compétition directe avec un concurrent qui possède un avion apparemment beaucoup plus au point que lui. Ce concurrent, c'est Hubert Latam, ou Latam, suivant les prononciations, qui a un avion extrêmement performant et il se considère que c'est à lui de remporter le prix de la traversée de la Manche. Donc en juillet 1909, les deux aviateurs vont s'installer près du Cap Grinet. Et 33 km les séparent de l'Angleterre et chacun attend les conditions météorologiques pour pouvoir traverser. Alors heureusement pour Blériot, Latam tente la traversée le 19, mais son avion termine dans la Manche. Donc lui ne remportera pas le prix. Et ne rentrera pas dans l'histoire. Et ne rentrera pas dans l'histoire, effectivement. Et double chance pour Blériot, il fait la connaissance d'un journaliste français qui s'appelle Charles Fontaine, qui est envoyé en Angleterre pour rendre compte de l'exploit du premier homme à traverser la Manche en avion. Et donc ce Fontaine va s'entendre avec Blériot pour lui trouver un terrain d'atterrissage. Parce qu'on l'a pas dit, mais face au Cap Grinet, il y a les falaises de Douvres. Et quand on a un avion qui vole à quelques dizaines de mètres à peine au-dessus du niveau des vagues, on a vite fait de se manger le coteau. on a vite fait d'atterrir verticalement sur le coteau. Donc Charles Fontaine va trouver un terrain propice à l'atterrissage et va le faire savoir à Blériot qui pourra se diriger au nez en direction de ce terrain. Il fallait pas avoir froid aux yeux quand même. Il fallait pas avoir froid aux yeux et donc pas avoir froid tout court d'ailleurs parce qu'il fallait attendre la météo favorable et le créneau météo va arriver dans la nuit du 24 au 25 juillet 1909. Et là donc Blériot mène sa femme sur un navire de la Marine nationale pendant que lui-même donc va essayer va tester l'appareil et décoller en ayant simplement comme un seul indication Douvres, c'est tout droit. Voilà. Donc il va voler, l'avion va être déporté par le vent avec un avion extrêmement léger, ça n'a rien de surprenant. Mais finalement, il arrive en vue des côtes d'Angleterre, il se guide à vue et il trouve le fameux terrain. Il atterrit en Angleterre et ce moment-là, l'Angleterre n'est plus une île. Alors c'est plus une île, donc effectivement une rupture historique au sens propre du terme. Une rupture historique. Conceptuelle, historique. Les Anglais en conçoivent un sentiment d'insécurité qui finalement sera vérifié, puisque, je passe sur les bombardements par les Zeppelins pendant la Première Guerre mondiale, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, je vous rappelle que les Allemands ont tenté d'envahir l'Angleterre ou de faire plier le Royaume-Uni par la voie des airs, c'est la fameuse bataille d'Angleterre. Donc le fait qu'elle ne soit plus une île, c'est une réalité en fait. C'est une réalité en attendant le tunnel sous la Manche. Donc si on revient sur Louis Blériot, il va continuer une véritable industrie, effectivement, avec la Première Guerre mondiale.
l'aviation devient stratégique et un enjeu fondamental de défense et d'industrie. Oui, alors Blériot devient, après avoir été à 2 doigts de la faillite, Blériot devient une grande célébrité, on peut le comprendre, acclamé dans le monde entier, et il va fonder en 1914, enfin il va racheter plutôt en 1914 la Société des appareils d'Éperdu Saint, qui vont constituer la fameuse SPAD. Et cet acronyme SPAD doit être connu de tous les amateurs de Première Guerre mondiale, puisque la SPAD va fabriquer les meilleurs avions de chasse de l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la deuxième partie de la guerre, qui assureront à l'aéronautique militaire française une supériorité très nette sur son adversaire allemande. Oui, parce que là, si on prend le SPAD 13, on est à 222 km/h et une altitude de 6650 mètres. Oui, là, on peut traverser la Manche, là, oui, c'est autre chose. Mais rendez-vous compte des progrès. On est en 1917. 1917, 1903, c'était avant-hier. Et on est passé d'un saut de puce sur une plage aux États-Unis à, effectivement, quasiment 250 km/h à des altitudes absolument inimaginables quelques années plus tôt. Et donc là, c'est record sur record avec le Blériot 110, par exemple. Oui, ben après la guerre, on continue on reprend la logique qui était celle de l'avant-guerre, c'est-à-dire qu'on va essayer de prouver que l'aviation est capable d'accomplir des exploits, donc toujours pareil, en distance parcourue, exploits en altitude, exploits en vitesse, exploits en capacité d'emport de marchandises. Et effectivement, le Blériot 110 va battre des records. Alors le premier, c'est le record du monde de distance parcourue sans escale. Rappelez-vous, les premiers sauts de puce de Clément Ader, on était sur 50 mètres. Là, on fait 10 000 km sans escale en 1932. Et le record de distance en ligne droite en 1933. Mais le problème, c'est que une deuxième fois dans son existence, Blériot est rattrapé par la crise économique. Et celle-là, c'est la crise mondiale, celle de 1929, qui va mettre à genoux l'industrie française et l'industrie aéronautique. Très sensible aux soubresauts économiques, les industries de pointe. Bien entendu. Alors Blériot va essayer de vendre des appareils à l'État, mais les commandes de l'État se raréfient et Blériot va être obligé de mettre un terme à son activité. Il va faire une dernière tentative avec un hydravion. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, l'hydravion est toujours une idée récurrente dans la tête de Blériot. Et son entreprise va péricliter. Et en 1936, Blériot commence à perdre la santé et il meurt d'une crise cardiaque le 1er août. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire, pas fin de l'histoire de l'aviation, loin de là, mais fin de l'histoire pour Louis Blériot, qui aura marqué l'histoire de l'aviation à la fois du point de vue humain. C'est un aventurier qui va remporter des succès extraordinaires, et à la fois du point de vue industriel, en inventant des modèles d'avions qui vont marquer l'histoire. Et donc bouleverser effectivement l'histoire militaire, mais aussi l'histoire des télécommunications, du courrier. On n'a pas évoqué, par exemple, la question de l'aéropostale. Oui, puisque après la Première Guerre mondiale, il faut faire quelque chose des avions de guerre qui avaient été construits pour la guerre et dont on ne sait plus trop quoi faire avec la diminution des arsenaux. Donc les avions de bombardement qui sont capables d'emporter beaucoup de marchandises, si on leur met pas des bombes dans le ventre, on peut leur mettre des sacs de courrier, et pourquoi pas des passagers. Et donc là, toute une histoire nouvelle. Eh bien, merci beaucoup, Éric Labaille. Nous vous remercions pour cette histoire. Vous pourrez retrouver Louis Blériot et bien d'autres aventures et bien d'autres histoires dans Grande Date du Nord-Pas-de-Calais, disponible dans vos points presse et vos librairies. Merci beaucoup. Merci Cédric. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icyenregion.fr.